Je vous en avais parlé au mois de janvier, mais cette année sera rythmée par les saisons. Alors bienvenue dans la création de ma robe pour l'équinoxe de printemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se lance dans la création de la robe pour l'équinoxe de printemps. Et pour cela, j'ai choisi de créer la robe de A à Z en commençant par le patron. Et je vous l'avais dit, là encore, il s'agit d'une robe d'inspiration viking. Je dis bien inspiration parce qu'elle n'est pas totalement complète et d'ailleurs, je n'ai pas fait l'entièreté de ce que j'avais prévu à la base. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. D'abord, commençons par le patronage. Et comme première étape de ce patronage, déterminer la longueur totale de la robe. Pour ma part, ce sera 1,45 m, pour vous donner une idée si jamais vous voulez la refaire. Et une fois la longueur de ma robe déterminée et tracée, j'ai découpé l'excédent de papier. Et puis de toute manière, il allait falloir que je double le papier parce qu'il n'était pas assez large, donc j'avais besoin d'en avoir un petit peu plus et il fallait pas qu'il reste sur le rouleau. Et j'ai ensuite découpé un second morceau de papier pour pouvoir les attacher ensemble par la suite. Et voilà, le tour est joué, il ne reste plus qu'à les assembler avant de pouvoir continuer de tracer le reste de la robe. C'est une technique que j'utilise tout le temps parce que je n'arrive pas à trouver des papiers de patronage qui soient assez larges pour que je puisse tracer tout directement dessus sans faire d'assemblage. Alors pour le coup ça fonctionne très bien, par contre l'inconvénient c'est que il faut que le papier soit correctement chevauché et ne pas trop déroger au fait de la marge qu'on a choisie par rapport à l'assemblage parce que sinon ça fausse tout. Et une fois mon assemblage terminé, j'ai tracé la largeur de ma robe. C'est assez simple comme mesure pour tracer la largeur de la robe puisqu'il suffit de calculer d'épaule droite à l'épaule gauche le nombre de centimètres qu'il vous faut, plus de rajouter un petit peu pour les raglans. Pour moi, j'avais décidé de rajouter 5 centimètres en plus par épaule, donc je sais plus trop ce que c'était comme centimétrage, mais c'est assez simple de calculer ça puisqu'il suffit de prendre deux mesures supplémentaires en fait, celle du raglan plus celle d'épaule à épaule. J'ai ensuite tracé et découpé l'excédent de papier, parce que bien évidemment du coup j'en avais beaucoup trop. Et j'ai ensuite marqué mon emmanchure. Pour le calcul de l'emmanchure, c'est assez simple, puisqu'il suffit de prendre la mesure du tour de l'épaule en passant sous le bras. Ensuite, c'est de le reporter sur le patron en ajoutant 1 à 2 centimètres d'aisance en fonction de ce que vous préférez. Et j'ai également marqué l'emplacement de mes goussets, donc moi j'avais choisi de faire des goussets de 15 centimètres par 15 centimètres, du moins au tout début de ce patronage, puisqu'au final je ne les ai pas mis, je vous expliquerai plus tard. J'ai ensuite marqué mon milieu dos et mon milieu devant qui se trouvent exactement au même endroit puisque je voulais que la robe soit au pli au niveau des épaules. Mais vous pouvez aussi très bien décider de ne pas faire comme moi au pli et d'avoir une couture au niveau des épaules. Dans ce cas-là, votre milieu dos et votre milieu devant sera exactement au même endroit, sauf que vous l'aurez en deux parties au lieu d'une. J'ai ensuite noté toutes les informations qu'il me fallait pour pouvoir conserver le patron plus tard si j'avais envie d'en refaire une, et je pense que je vais en refaire une. Là aussi je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et dans les chutes de mon papier de patronage que j'ai découpé juste avant, j'ai commencé à tracer les manches. Et pour les mesures des manches, c'est assez simple, il suffit d'avoir seulement trois mesures. La première, la tête de manche, donc c'est ce qu'on a déterminé juste avant avec l'emmanchure. Ensuite, le tour de poignet et la longueur de la manche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au final, je n'ai pas fait les goussets, j'ai donc pris ma mesure par rapport à mon emmanchure qui est de 28 centimètres et j'ai rajouté 4 centimètres pour arriver à 31 centimètres pour avoir un petit peu plus d'aisance. Au niveau du tour de poignet, mon tour de poignet est à 18 centimètres plus 2 centimètres d'aisance pour pouvoir mettre correctement la manche sans avoir à forcer ou à laisser une fente. Mais là encore, j'ai aussi changé d'avis entre temps, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et pour la longueur de ma manche, j'ai choisi de la faire à 43 centimètres de longueur. Et afin d'avoir un petit peu plus de facilité à tracer ma manche, j'ai commencé par tracer un rectangle avant de relier les points avec les dimensions que je vous ai données précédemment. Et comme pour le corps de la robe, j'ai décidé que mes manches seraient coupées au pli. Et bien évidemment, les mesures que je vous ai données, c'est sur la manche complète. Alors n'hésitez pas à diviser par deux, étant donné que c'est coupé au pli, vos mesures pour pouvoir les tailler correctement, sinon elles seront beaucoup trop grandes.
Pour vous donner un exemple, étant donné que mon poignet fait 18 centimètres et que j'ai rajouté 2 centimètres, soit 20 centimètres, je n'ai tracé que 10 centimètres sur le papier pour pouvoir avoir ma manche complète une fois qu'elle serait découpée au pli. Et par précaution, au cas où je m'étais trompée sur mes valeurs de couture par rapport à mon emmanchure, j'ai quand même tracé mes goussets de 15 centimètres par 15 centimètres parce que je préférais avoir une pièce en plus au cas où, plutôt que de ne pas la faire et risquer de me tromper. Et normalement sur une robe viking inspiration Birka des années 500 et 800, il y a des goussets sur le devant et sur les côtés et dans le dos. Moi je n'en voulais pas, j'ai donc décidé de l'ajouter directement à mon patronage. J'ai donc repris un morceau de papier à patronage et j'ai tracé les centimètres qu'il me fallait en longueur par rapport à mon tour de taille jusqu'au bas de ma robe, c'est-à-dire à peu près 100 centimètres. Et je vais attendre tranquillement que Ise ait décidé de se pousser pour que vous puissiez voir en fait ce que je suis en train de faire pour pouvoir vous expliquer comment calculer les goussets. Mais bon, visiblement elle a plus envie d'un câlin que de me laisser travailler. Bon, à partir de ce moment, vous voyez un petit peu mieux, elle a décidé de se pousser. Je vous explique comment j'ai calculé mes goussets. Je n'ai pas cherché à avoir un centimétrage donné par rapport à l'envergure de mon gousset au niveau de mon ourlet. Par contre, j'ai quand même tracé deux triangles dans un rectangle pour pouvoir obtenir deux goussets. Donc un pour la gauche et un pour la droite. Et si vous voulez une explication assez simplifiée de la construction de cette robe, c'est tout simplement des motifs géométriques imbriqués les uns aux autres pour former une robe au final assez simple pour l'époque, étant donné que on n'avait pas toutes les techniques de traçage que l'on a aujourd'hui et que c'était assez basique. En général, c'était surtout des manipulations de ronds, de triangles, de carrés et de rectangles. Donc évidemment, c'est plus géométrique qu'autre chose de faire un patron de robe inspiration viking ou même tout simplement inspiration Moyen Âge. Et une fois l'entièreté de mes mesures notées sur mon patronage et le câlin à Iseux effectué, j'ai relié les points qui me permettraient d'avoir mes deux triangles. Et une fois mes deux triangles tracés, j'ai découpé mes pièces de patron. Avant de les joindre au corps de la robe. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas envie d'avoir des insertions de goussets directement sur la robe. Je voulais qu'ils soient directement insérés dans le patronage. Ça permettait de ne pas avoir des coutures auxiliaires et de ne pas avoir des goussets sur les côtés et même sur le devant et sur le dos. C'était quelque chose que je ne voulais pas et c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon propre patron directement pour cette robe. Et une fois mon patron assemblé et terminé de tracer, j'ai commencé la réalisation de la toile. Oh, et j'ai failli oublier de vous dire, toutes les mesures que je vous ai données sont sans les marges de couture, alors n'oubliez pas de les rajouter pour éviter d'avoir un vêtement beaucoup trop serré au final. Et au moment de la découpe, faites attention de ne pas créer un angle droit, ou du moins une pointe au niveau de la découpe du gousset au niveau des hanches, mais de bien créer un arrondi. Ça permettra de bien affiner les hanches et avoir une robe qui tombe beaucoup mieux que si vous aviez directement deux pics un petit peu bizarres au niveau des hanches.
Et une fois ma pièce découpée, j'ai ouvert mon col, donc pour moi c'était environ 40 centimètres moins les marges de couture. Et pour prendre la mesure de votre tour de cou, pour pouvoir créer le col, il suffit de prendre un mètre ruban et de le placer autour de votre cou, au niveau des deux muscles qu'il y a au niveau des cervicales. Et là, vous aurez votre mesure que vous pourrez reporter sur votre patron. Donc moi, ça donne un petit peu près ça. Et par contre, au départ, je ne voulais pas avoir une ouverture au milieu devant. Et au final, j'ai dû la faire parce que ça faisait un petit peu bizarre d'avoir un col bateau pour une robe qui datait des années 500 à 800. J'ai donc mis ma robe directement sur le mannequin parce que c'était beaucoup plus simple de déterminer la profondeur de la fente plutôt que de le faire directement sur moi face au miroir. C'était beaucoup plus simple comme ça et ça permettait de beaucoup mieux voir. Et une fois satisfaite de la profondeur de mon ouverture, donc à peu près 10 centimètres moins la marge de couture, je l'ai reporté sur mon patron, même si je vous le montre pas. N'oubliez pas de le reporter, sinon vous risquez de vous tromper à un moment donné dans votre réalisation. Et j'ai ensuite cousu l'entièreté de la toile pour voir ce que ça donnait et voir si j'avais des modifications. Personnellement, j'ai décidé d'ajouter 5 centimètres supplémentaires au niveau du milieu dos et du milieu devant pour avoir une amplitude un petit peu plus large. Parce que c'est quelque chose que je voulais étant donné que je comptais faire une ceinture. Oui, vous le savez si vous me suivez depuis le mois de janvier à minimum, je devais réaliser une ceinture avec cette robe. Au final, je ne l'ai pas fait, donc la robe est un petit peu plus large que ce que je voulais au final pour une robe sans ceinture. Mais je vous en parlerai là encore à la fin de la vidéo, un petit peu plus amplement. En tout cas, mon petit conseil, prenez bien le temps de faire votre toile parce que c'est vraiment ce qui sera la base de votre robe et de la réalité de ce que ça donnera une fois le tissu découpé et cousu dans la version finale. On sous-estime régulièrement l'avantage de faire une toile pour ce type de projet, mais franchement, c'est vraiment indispensable. Et voilà, ma toile est terminée, il est temps de passer maintenant à la couture avec le tissu final. Je vous ai pas montré ce que donnait la toile parce que j'ai envie de vous garder un petit peu de suspense pour que vous puissiez tout découvrir à la fin de la vidéo. Et pour la réalisation de cette robe, j'ai choisi de la réaliser dans une flanelle de laine très aimablement offerte par ma meilleure amie que j'avais dénichée sur Vinted. Il s'agit d'une très belle flanelle issue de fin de stock de la maison Yves Saint Laurent. Alors je l'ai pas choisie pour ça, je l'ai choisie pour sa couleur et pour son drapé, même si au final, je vous en dirai un petit peu plus très bientôt. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus épais et d'un petit peu moins drapé pour cette réalisation. Et maintenant c'est parti, entrons dans le vif du sujet, la découpe et la couture de la robe finale. Et on commence tout de suite par la découpe, enfin presque, parce qu'avant j'ai dû batailler pour pouvoir correctement installer ma pièce de patron dans le droit fil sans qu'elle ne bouge et qu'elle soit correctement à plat sur la table. Malheureusement, ce ne fut pas une mince affaire étant donné que ça a été quand même une sacrée bataille pour pouvoir aligner le tout correctement vu que ma pièce dépassait légèrement de ma table et que mon tissu aussi. Et bon, je dois vous dire qu'il n'y a pas non plus eu que ça. Il n'y a pas eu qu'une histoire de bien mettre correctement ma pièce de patron dans le droit fil et de faire attention à ce que tout corresponde. Non, il y a aussi eu les chats qui se sont donné un malin plaisir à sauter constamment parce que le tissu faisait du bruit et le papier de patronage aussi. Je vous laisse imaginer l'horreur que ça a été, ça m'a pris un temps considérable de pouvoir tout découper parce qu'elle n'arrêtait pas de sauter dedans. Et une fois ma pièce de patron correctement placée et les chats un petit peu plus calmes que ce qu'elle n'était au tout début, j'ai pu commencer à tracer l'entièreté de ma pièce directement sur mon lainage. Encore une fois, j'avais de la chance, c'est un lainage qui maintenait très bien la crête tailleur et elle ne passait pas son temps à s'effacer au moindre petit mouvement. J'ai eu de la chance, une fois encore, c'est le quatrième, je crois, que je couds de lainage qui tient bien la craie. J'espère que ça va continuer, je croise les doigts.
D'ailleurs, j'y pense parce que je me vois faire là, en faisant la voix off à la caméra, j'ai oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas à vous mettre d'écran au niveau du patronage. Donc moi j'en ai mis au niveau des hanches pour bien faire correspondre avec mes goussets tout simplement et éviter qu'il y ait des décalages. C'est les deux crans que j'ai fait seulement parce que j'en avais pas besoin d'autres, donc bien évidemment replacer correctement l'écran aussi bien du devant que du dos de la robe pour être sûr que tout correspond bien. Et j'ai également tracé un repère au niveau de mon col, au milieu devant et au milieu dos pour pouvoir bien les conserver et pouvoir mettre un cran par la suite. Et comme je travaillais sur un lainage et que le lainage bouge beaucoup à la découpe lorsqu'il est en deux épaisseurs, j'ai préféré bâtir l'entièreté de l'intérieur des marges de couture pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage au moment de la découpe. C'est l'un des avantages lorsqu'on travaille sur une double épaisseur avec un lainage, les risques de mouvement qui peuvent perturber un peu l'équilibre et l'aplomb du vêtement. Il faut donc les bâtir pour être sûr qu'elles restent correctement à leur place et éviter tout un tas de petits problèmes à partir du moment où l'on passe à la couture. Et il faut aussi faire attention aux chats facétieux qui meurent d'envie de sauter sur le lainage et bien évidemment d'attraper le fil de bâti parce que c'est beaucoup trop drôle. Et j'aime trop cette petite tête, comment elle regarde le fil de Bati passer, et je me plais à m'imaginer qu'elle se raconte dans sa tête. J'ai trop envie de sauter dessus, mais si je le fais, la harpie va encore une fois me virer, parce que j'ai vraiment passé énormément de temps à les retirer du lainage, c'était infernal. Je crois que ça a été la moitié de la découpe de mes pièces, c'était la gestion des chats qui n'arrêtaient pas de sauter sur le tissu. Et une fois mon bâti terminé, j'ai découpé mes pièces. Enfin, plutôt ma pièce, qui formera ma robe. Et j'ai terminé ma découpe par la découpe du col. J'avais un petit peu peur qu'il y ait des décalages et que ça bouge lié au fait qu'il y ait quand même une partie dans le biais, donc j'ai préféré le faire en tout dernier. Et bien évidemment, tout ce que j'avais bâti, il a fallu le retirer pour pouvoir coudre la robe, sinon je ne pouvais pas le faire. Et ça prend tellement moins de temps que de le faire, je crois que ça m'a pris environ 1 minute 30 pour tout défaire, alors que j'ai eu besoin d'environ un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir bâtir l'entièreté de la pièce pour qu'elle ne bouge pas à la découpe. Et comme d'habitude, je n'ai pas pu résister à l'envie de mettre directement ma pièce sur mon mannequin pour voir ce que ça donnait. Et voilà le résultat. Et oui, je n'ai pas encore tracé la fente de mon décolleté, je préférais le faire à la dernière minute. Et voilà, la robe est découpée et en place sur le mannequin, il est maintenant temps de passer à la découpe des manches. Et pour ces manches, j'ai décidé de changer un petit peu l'orientation. En effet, j'ai choisi de découper mes manches avec un droit fil perpendiculaire à la lisière au lieu d'un droit fil parallèle. Tout simplement parce que j'avais très envie de garder les petites franges noires de la lisière au niveau des poignées des manches. Et tout comme pour le corps de la robe, j'ai bâti mes marges de couture avant la découpe pour pas qu'elles ne bougent. Et il est maintenant temps de passer à la couture. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas découpé les goussets, tout simplement parce que je n'en ai pas eu besoin. La forme de la manche, avec le fait qu'elle soit légèrement en biseau, font que je n'ai pas besoin de mettre les goussets et qu'ils sont un petit peu insérés naturellement dans la manche. Mais bon, si vous voulez quand même les mettre, vous pouvez toujours le faire. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment les insérer parce que du coup je ne le montre pas dans cette vidéo, vous pouvez aller voir dans la vidéo de ma blouse Edgar Allan Poe, je vous montre comment les faire il me semble, ou alors c'est dans le vlog de la blouse de pirate, ou de la toile de la blouse de pirate. Bref, je sais pas, je vous mettrai dans la barre de description les 3 vlogs. De toute manière, il y a bien un des 3 vlogs dans lesquels je vous le montre.
Mais revenons à la couture de la robe. J'ai commencé par l'assemblage des manches avec une marge de couture, comme je vous l'ai dit, de 1 cm en faisant endroit contre endroit. J'ai choisi pour cette couture de ne pas faire de couture à l'anglaise parce que je veux des finitions rabattues à la main. Un peu comme si la robe venait directement des années 500 à 800, voire même normalement sur énormément de vêtements de cette époque, il n'y avait tout simplement pas de finition et les bords restaient accrus. Personnellement, j'ai choisi de faire un mix de ces deux finitions, c'est-à-dire qu'au niveau des manches, j'ai fait des coutures rabattues à la main, tandis que sur les coutures d'assemblage des côtés, j'ai laissé un bord accru. Mais bon, en même temps, j'ai un lainage qui supportait très bien ce type de finition puisqu'il ne s'effiloche pas. Et petite modification au niveau des manches directement sur la machine, j'ai décidé d'ajouter une fente au niveau du poignet de 5 cm. Et pour le coup, ce n'était pas une question d'aisance, mais plutôt d'esthétique. Ça se faisait beaucoup sur les chemises médiévales, peut-être un petit peu moins sur les robes Birka viking, mais quand même, j'ai préféré ajouter cette finition-là pour ajouter un petit peu de fantaisie, entre guillemets, à la robe, et casser le fait qu'elle soit complètement unie et qu'elle soit grise et un petit peu austère. C'est d'ailleurs quelque chose que je n'avais pas du tout pensé en choisissant de réaliser cette robe d'un seul ménage, c'est le fait qu'étant donné qu'elle est grise anthracite, eh bien ça pouvait faire un petit peu robe de nonne du Moyen-Âge et créer une austérité assez impressionnante au final sur le rendu à la fin de la couture. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas brodé la ceinture qui devait accompagner cette robe. Tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop austère et que, au final, ce n'est pas vraiment le rendu que je voulais. J'étais un petit peu déçue, donc j'ai préféré ne pas faire la ceinture et privilégier peut-être la réalisation d'une ceinture brodée avec les runes telles que je le voulais, mais pour une autre réalisation de robe viking, cette fois-ci dans une autre couleur beaucoup moins austère. Parce que là, clairement, il suffit que je me colle un fichu sur la tête et on pourrait croire que je vais rentrer au couvent. Bref, trêve de palabres, une fois mes manches terminées d'assembler, je suis passée au repassage. Et les plus observatrices d'entre vous auront remarqué qu'il y a deux couleurs au niveau des fils de couture. Tout simplement parce que mon fil noir était beaucoup trop fuyant et que la seule manière que j'ai trouvée pour le stabiliser correctement et avoir une belle couture a été de mettre un autre fil et malheureusement je n'avais que du blanc. Cependant, ce n'était pas grave et j'avais fait des tests préalables pour être sûre que ça ne se voit pas. Et de toute manière, étant donné qu'il y avait aussi des petites touches de blanc au sein même de la couleur anthracite du lainage, ça ne posait pas trop de problèmes. Et puis, comme je vous l'ai dit, de toute manière, on ne voyait pas du tout la couture, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Après tout, c'est aussi ça la couture, savoir s'adapter au tissu, mais également à la machine à coudre, parce que c'est ma machine à coudre qui a été assez capricieuse ce jour-là, et qui ne voulait tout simplement pas que je change le type de fil de la canette. Et oui, à la maison, j'ai des machines à coudre très capricieuses qui n'aiment que peu être contrariées lorsqu'elles ont décidé quelque chose. Est-ce qu'on dirait que je parle d'être humain quand je dis ça? Oui, mais non, je parle bien de mes machines à coudre. Coucou. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce genre de robe. Je vous parle un petit peu en face cam, le temps que la couture refroidisse, avec les outils de tailleur dessus pour absorber l'humidité. Je crois que la toute première fois, le premier souvenir que j'ai à propos de ces robes dans un style, et encore c'est même pas vraiment un style, ces robes nordiques, scandinaves, plus que vikings d'ailleurs, c'était lors de recherches à propos de la mythologie et plus particulièrement à propos de la déesse Freya. C'est mon premier souvenir. C'est mon tout premier souvenir. Et je me souviens que j'avais fait des recherches sur cette déesse justement parce que j'avais lu quelque chose et que le nom m'avait extrêmement interpellée. Et que je m'étais dit, mais j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais fait des recherches sur ce nom. Et je suis tombée dans la marmite de la mythologie nordique comme ça. Et depuis, j'adore. J'aime beaucoup aussi bien les mythes que les traditions et comment. D'ailleurs, je me souviens, j'étais tombée sur ce nom justement parce que je faisais des recherches sur la Norvège pour une question tout à fait idiote. Nous étions en vacances cette année-là en Auvergne avec ma famille
Et j'avais mangé beaucoup de saumon. Mais quasiment à chaque repas. Je m'étais dit, je me souviens, on était attablés à la table d'un restaurant et nous allions visiter une grotte. Et j'avais pris une pizza au saumon, encore du saumon pour changer. Et ma famille qui me dit, tu devrais aller vivre en Norvège. Et ça a été un peu comme un déclic. Mais pourquoi je n'irais pas vivre là-bas ? C'est toujours plus ou moins un projet, un rêve de vie que j'aimerais mener et pour lequel je me dis tous les 5 ans, j'y serai dans 5 ans. Et en fait, c'est tout simplement venu comme ça, hyper facilement comme ça. Et je m'étais mise à faire justement des recherches à propos de la Norvège. Puis j'avais découvert ce nom et je suis tombée dans la marmite des mythologies nordiques. Alors pour moi aujourd'hui, me faire cette robe, c'est un peu comme si j'allais revoir cette petite fille de l'époque et que je lui disais, t'es pas encore en Norvège, par contre, tu vas avoir une de ces robes que tu aimes depuis que tu as 12 ans, 13 ans. Parce que je n'ai pas attendu la vibes de la série Viking pour m'y intéresser, clairement. Alors c'est un peu une couture émouvante. Bon allez, je pense que je vais vous laisser avec la suite du vlog parce que c'est bon, je pense que ma couture a l'air refroidie. De retour au repassage, ou plutôt de retour à mes manches, il est maintenant temps de faire les finitions rabattues à la main. J'ai cranté mes marges de couture au niveau de la fin de ma fente pour bien dissocier les deux finitions, donc la finition du corps de la manche rabattue à la main sur un seul côté et la finition rabattue à la main sur les deux côtés au niveau de la fente. Avant de dégarnir l'une des deux marges de couture pour pouvoir rabattre ensuite l'autre marge de couture à la main. Donc moi j'ai choisi de faire vers l'arrière, donc vers le milieu dos, plutôt que vers l'avant parce que je trouve que c'est une finition beaucoup plus nette de faire dans ce sens-là. Mais soyez libre de faire tel que vous la voulez. Vous pouvez aussi tout simplement ne pas faire de finition rabattue à la main et conserver les deux marges de couture et les rabattre directement des deux côtés, en couture ouverte, du coup. Et j'ai ensuite essayé de rabattre ma marge de couture pour faire ma finition, mais le lainage était beaucoup trop épais, j'ai donc dû le faire au fur et à mesure que je cousais. Je ne pouvais pas prendre de l'avance comme d'habitude en le faisant au préalable. Une fois l'assemblage des manches terminé, il est temps de passer à l'assemblage des deux côtés de la robe en faisant attention de bien conserver l'emmanchure de départ. Et afin d'être sûr et de ne pas se tromper, n'hésitez pas à récupérer les manches et à regarder où placer le début de votre épinglage pour pouvoir faire votre assemblage. Et ne vous inquiétez pas par rapport aux marges de couture, les marges de couture sont incluses dans les manches, vous n'avez pas besoin de les rajouter au moment de l'épinglage. Vous commencez votre épinglage là où se termine votre manche directement. Vérifiez avec un mètre ruban si jamais vous avez des doutes ou vous voulez double-checker, comme moi là actuellement. Ensuite, commencez votre épinglage et vous n'avez plus qu'à faire le reste de la robe et ensuite passer à la couture. D'ailleurs, normalement, si j'avais vraiment voulu faire une reproduction de robe viking, j'aurais dû faire l'entièreté de la couture à la main. Sauf que je ne me sentais vraiment pas de faire l'entièreté d'une robe en couture à la main, et de toute manière, je n'aime pas assez la couture à la main pour pouvoir un jour faire, je pense, tout un vêtement directement sans machine. Ce n'est clairement pas l'un de mes projets en couture, je n'ai aucune envie de réaliser un vêtement entièrement à la main, donc j'ai pris la machine, et c'est pour ça aussi que c'est une robe d'inspiration viking, et pas une robe viking, tout simplement parce que déjà elle est cousue à la main. Enfin, non, justement, elle est pas cousue à la main. Vous me suivez ou je vous ai perdu? Bref, passons, j'ai donc assemblé les deux côtés de ma robe directement à la machine.
Et d'ailleurs, pour la réalisation de cette couture, j'ai choisi d'utiliser ma machine à coudre de 1880 parce que c'est la plus vieille que j'ai qui ne soit pas plus capricieuse que ma machine de 1860 qui parfois refuse tout simplement de coudre. Et d'ailleurs, elle refuse de coudre depuis un petit moment maintenant et je n'arrive plus à la faire redémarrer. Je pense qu'il y a un problème d'équilibrage, il faudrait que je me penche un petit peu plus sur son cas. Et une fois l'assemblage des deux côtés de ma robe terminé, il est temps de passer à l'insertion des manches. Et normalement, si toutes les mesures sont correctes, il n'y a aucun problème, la manche se glisse parfaitement dans l'emmanchure et il n'y a plus qu'à épingler et à coudre. D'ailleurs, moi j'ai choisi de faire l'assemblage directement par les côtés de la robe et ensuite faire l'insertion des manches, mais vous pouvez tout simplement aussi faire directement l'insertion des manches et ensuite seulement faire l'assemblage de la robe. Si jamais vous avez quelques petits points de doute, vous pouvez aussi faire un assemblage tel que celui que je viens de vous dire, plutôt que celui que j'ai fait moi. Moi je préfère faire comme ça, et de toute manière, même si vous préférez faire comme ça et si vous avez des doutes, vous pouvez aussi tout simplement ne pas faire de point d'arrêt au début de votre couture pour pouvoir retirer quelques points si jamais vous en avez besoin, sans avoir à tout défaire pour refaire. Et une fois l'assemblage des manches terminé, j'ai repassé mes coutures en couture ouverte parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Mais vous pouvez aussi tout simplement mettre vos coutures vers l'intérieur de la manche. Et une fois mes manches terminées, il est temps de passer à la finition du col. Et comme finition, j'ai préféré ne pas faire de parmenture, alors que normalement pour pouvoir terminer cette robe, c'est ou une finition en parmenture, ou tout simplement une finition au biais, voire même pourquoi pas une finition sans finition, c'est-à-dire qu'en laissant directement le col accru. Moi c'est pas ce que j'ai voulu faire, j'ai été chercher un gros grain et j'ai fait tout simplement un assemblage un peu pour imiter une parmenture, mais qui soit beaucoup plus discret, beaucoup plus fin, qui ne se voit pas sur l'endroit, parce que c'est quelque chose que je voulais absolument, c'était que ça ne se voit pas du tout au niveau de l'endroit du vêtement à l'aide d'un point invisible. Et après avoir mis à patienter quelques jours la robe sur le mannequin, le temps que l'ourlet se détende un petit peu, étant donné qu'il y a quand même une partie du gousset qui est légèrement dans le biais, d'ailleurs on le voit là, il fallait absolument égaliser parce que ça formait une pointe, et il y avait une petite déformation, j'ai égalisé, de pas beaucoup, mais il fallait quand même égaliser pour pouvoir avoir un bel arrondi au niveau de l'ourlet, et éviter d'avoir deux panneaux qui soient beaucoup plus longs au niveau des côtés, et plus courts au niveau du devant et du dos. Parce que c'est quand même beaucoup plus harmonieux d'avoir un bel ourlet bien équilibré plutôt que d'avoir un ourlet qui est complètement déformé avec des endroits qui sont beaucoup plus longs que d'autres et qui du coup fait vêtement pas fini ou très mal taillé et très mal cousu. Et bon, cela dit, c'est un petit peu une des bases en couture, l'une des premières choses que l'on apprend, c'est de faire attention justement à l'équilibrage de l'ourlet pour éviter d'avoir quelque chose qui ressemble à rien au final au niveau de l'ourlet. Et bien évidemment, j'ai fait mon ourlet directement à l'aide d'un point à la main, invisible sur l'endroit. Comme pour le col, je n'avais pas envie de le faire à la machine et d'avoir un point visible. Et ce que j'ai fait, par contre, pour être en accord avec l'entièreté de l'ampleur de la jupe, pour une fois, j'ai choisi des ourlets de 2 cm. Donc un rentré de 2 cm plus un second de 2 cm, soit une réduction de 4 cm. Et au final, je pense que j'aurais mieux fait de faire seulement un ourlet de 1 cm avec un rempli de 1 autre centimètre, donc de 2 cm au lieu de 4, parce que je trouve qu'il manque un petit peu de longueur sur la jupe. Mais ça, c'est à mon appréciation personnelle, et je pense que je devrais le refaire d'ailleurs pour avoir 2 cm supplémentaires, parce que là, je la trouve un petit peu trop courte. Je voulais avoir quelque chose de plus long, et je suis un petit peu déçue du coup. Et bon, bien évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, vous aussi, mais mystique, comme à chaque fois que je me mets à la couture à la main sur un projet de couture, il faut qu'elle vienne prendre la place de la couture et réclamer toute mon attention. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu le choix. Elle est arrivée et directement elle s'est posée dans mes bras. Je pense qu'elle voulait prendre sa revanche sur le fait qu'elle n'avait pas le droit de sauter sur le lainage au moment de la découpe et du marquage des pièces de patron. À mon avis, ça doit être ça. Tu n'as pas voulu que je vienne avant, bah je vais venir maintenant. Quoi qu'il arrive, j'aurais réussi à aller sur ton tissu. Heureusement, une fois cousu, le tissu est beaucoup moins fragile, elle a donc pu avoir sa revanche. Allez, c'est sur ces images que je vous laisse. Moi, je vais terminer la couture et on se retrouve pour le rendu.